Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur la nature en philosophie. Tout d'abord, on va s'intéresser sur des problèmes, notamment en premier, des problèmes liés à l'existence humaine et la culture. Premièrement, la nature est-elle une illusion? Alors, depuis la philosophie antique, en Occident, nous distinguons ce qui relève de la nature de ce qui relève de la culture. La nature est ce qui existe de façon spontanée, universelle et nécessaire, tandis que la culture est particulière, relative et créée par l'être humain. Toutefois, ce partage n'étant pas aussi clair dans la réalité empirique de l'existence humaine, animale et végétale, faut-il abandonner cette distinction? Une deuxième question, un deuxième problème est: la nature humaine a-t-elle besoin de culture pour se réaliser? Pour être humain, il faut être biologiquement de l'espèce humaine. Cependant, un être sans langage ni raison est-il toujours un être humain? Ses capacités sont seulement en puissance chez l'humain. Elles nécessitent une éducation par des semblables pour se réaliser. Passons maintenant à un point de vue de la morale et de la politique. Faut-il accorder des droits à la nature? Les droits renvoient à l'ensemble des règles qui permettent d'organiser la vie des êtres humains en société. La nature n'en fait pas partie. Toutefois, aujourd'hui, son existence est menacée. Comment alors la préserver afin de préserver également la vie humaine? La sphère juridique ne doit-elle pas également protéger la nature? Un deuxième problème est: si nous étions les derniers survivants sur Terre, pourrions-nous anéantir la nature? Si nous protégeons la nature, c'est avant tout parce que l'existence humaine en a besoin pour survivre. Cependant, la nature n'a-t-elle de valeur que pour l'usage de l'être humain? Il est absurde de la détruire sans raison. Passons enfin à un troisième point de vue, celui de la connaissance. La science peut-elle déterminer la nature de la femme et de l'homme? La science établit des catégories à partir de données empiriques et statistiques. Cependant, l'être humain est, par définition, libre et indéterminé. L'enfermer dans des catégories, c'est reconduire des préjugés qui ne sont pas objectifs. Dernier problème, c'est: la nature est-elle bien faite? Une harmonie parfaite semble se dégager de la nature quand on observe ses mouvements, ses couleurs et ses formes. Néanmoins, des phénomènes contraires au bien y prennent aussi place. Peut-on alors la considérer comme une création humaine sous l'angle du bien et du mal? Passons maintenant au concept clé de la nature. Tout d'abord, nous avons la définition de la nature. En premier lieu, la nature, chez l'être humain, renvoie à ce qui est inné, instinctif, universel et essentiel. Mais dans le monde, la nature renvoie à ce qui n'a pas été transformé par l'être humain. La nature s'oppose donc à la culture. La culture qui, chez l'être humain, renvoie à ce qui est acquis, réfléchi, particulier et relatif. Et dans le monde, la culture renvoie à ce qui a été créé ou transformé par l'être humain. Nous avons aussi une distinction à faire entre l'inné, donc ce qui est donné à la naissance, et l'acquis, ce qui est causé par l'éducation et l'environnement social. On a aussi des repères qui sont essentiels, ce qui relève de l'essence, c'est-à-dire de la définition d'une chose. Donc appartient à la nature d'une chose, ce qui ne peut pas lui être enlevé. C'est l'ensemble de ses qualités permanentes et nécessaires. Par exemple, l'humanité est une caractéristique essentielle pour Socrate. Et l'essentiel s'oppose donc à l'accidentel, qui renvoie à ce qui peut être modifié ou supprimé sans changer l'essence, c'est-à-dire la nature, de la chose elle-même.
Par exemple, il est accidentel que Socrate soit barbu. Et d'autres repères sont universel, général, particulier et singulier. L'universel, c'est ce qui vaut pour tous les individus d'une catégorie donnée sans exception. Comme la loi de l'attraction gravitationnelle, elle est universelle. Nous avons ce qui est général, c'est-à-dire ce qui vaut dans la majorité des cas, mais peut admettre quelques exceptions, comme par exemple, en général, les élèves sont plus jeunes que leurs professeurs. Puis le particulier, c'est ce qui vaut pour quelques cas, par exemple le fait que l'eau bouille à 100 degrés Celsius est un cas particulier de la loi de l'ébullition. Et enfin le singulier, c'est ce qui vaut pour un seul cas. Par exemple, la dédicace de mon exemplaire du livre de cette autrice au festival de la BD est tout à fait singulière. Passons maintenant aux thèses des philosophes. Nous avons d'abord le philosophe Claude Lévi-Strauss, qui fait une distinction entre nature et culture. Il dit « Tout ce qui est universel chez l'homme relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité. Tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture. » Par exemple, on peut prendre l'exemple de la Mongolie, et plus précisément la boisson nationale, l'aïrag, qui est un lait de jument fermenté. Faiblement alcoolisé, il a un goût très fumé et acide. L'aïrag est servi à tous les invités qui entrent dans le foyer et lors des fêtes traditionnelles. On peut se demander en quoi cette boisson relève-t-elle d'une coutume culturelle. Pourquoi peut-on néanmoins dire que boire est également un acte naturel? Une objection à la thèse de Lévi-Strauss peut être que est-ce qu'on peut réellement savoir si une conduite est universelle chez l'être humain? Ne s'agit-il pas toujours d'un présupposé invérifiable dans les faits? Nous avons également une autre thèse, celle qui confond nature et culture. Par exemple, on a celle de Marcel Mauss, qui dit le premier est le plus naturel objet technique et en même temps moyen technique de l'homme, c'est son corps. Pour Mauss, ce qui nous paraît naturel est en fait culturel. On peut prendre l'exemple des femmes maoris en Nouvelle-Zélande qui adoptent un balancement détaché mais articulé des hanches pour marcher. Ce mouvement s'appelle l'onua. Ce balancement peut nous sembler disgracié ou disgracieux. Pourtant, il est extrêmement admiré par les Maoris. Pourquoi cette façon de marcher est-elle donc culturelle? Objection, si la façon de marcher est culturelle, la marche est universelle et s'apprend de façon spontanée. La marche ne peut-elle donc pas relever aussi du naturel? On peut aussi passer à une même thèse, mais celle de Maurice Merleau-Ponty, qui dit « Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme ». Selon lui, tout est en même temps naturel et culturel dans les comportements humains. Par exemple, le baiser n'est pas en usage dans les mœurs traditionnelles du Japon. On peut se demander en quoi le baiser peut-il donc être à la fois naturel et culturel. Objection, le fait que tout soit à la fois naturel et culturel chez l'homme empêche-t-il donc de définir le naturel? Enfin, nous avons d'autres philosophes qui font un dépassement de l'opposition nature-culture, comme Dominique Lestel, qui dit « Il ne faut plus penser la culture en opposition à la nature, mais prendre conscience de la pluralité des cultures chez des créatures d'espèces très différentes. » Donc selon lui, il y a de la culture chez les animaux. Par exemple, au Japon, une jeune femelle macaque du nom d'Imo avait commencé à laver ses patates douces dans l'eau pour les manger. Elle a transmis cette pratique aux générations suivantes qui l'ont améliorée. Les macaques se sont mis à laver leur nourriture dans l'eau de mer afin de lui donner un goût salé. Aujourd'hui, tous les macaques du Japon lavent leurs patates dans la mer, alors qu'aucun autre singe de cette espèce ne le fait ailleurs.
Pourquoi peut-on dire que cette attitude est donc un fait culturel? Une objection, c'est que les animaux développent-ils et diversifient-ils cependant autant leurs pratiques culturelles que les êtres humains? Enfin, nous pouvons aussi parler du philosophe Philippe d'Escola, qui dit: la nature n'existe pas partout et toujours. Par exemple, les aborigènes d'Australie ont une cosmologie totémiste, selon laquelle tout individu a un double animal, qui est un autre être vivant à l'intérieur duquel est logée une composante de sa propre personne. Ainsi, à la chasse, un aborigène peut tuer son double et donc se tuer lui-même. Cette pratique de chasse montre-t-elle que l'idée de nature n'existe pas en dehors de l'Occident? Une objection dit que si dans une autre culture, le concept de nature n'existe pas, est-ce une raison pour l'écarter? C'est tout pour la notion de nature. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et merci.